Bien, merci aux collègues donc, qui nous ont rejoints. D'autres sans doute vont continuer à nous rejoindre en cours de route. On a déjà du monde. Donc on va démarrer sur ce webinaire sur pause méridienne. Merci de vous être joints à nous. Donc nous sommes, je suis aux côtés de Benjamin Plénier pour cette présentation de mise en œuvre de la réforme du statut des DH, donc avec Isabelle Sarcia-Laforie également, et puis Marion Desportier et Liabel Tramoni de l'équipe nationale. Comme nous avions pu le faire lors de nos webinaires précédents, le chat est ouvert pour d'éventuelles questions. On va vous demander en revanche un petit point d'ordre, c'est de poser des questions d'ordre général sur la compréhension de ce qui se joue actuellement sur la mise en œuvre de la réforme. Si vous avez des questions d'ordre personnel liées à votre situation particulière, on vous demande donc de les adresser sur la boîte contact du syndicat ou sur les permanents que vous connaissez, si vous connaissez déjà, pour qu'on puisse vous répondre individuellement. Alors, on va dérouler donc une présentation assez ramassée. Je vais passer vite sur le rappel contextuel sur la mise en œuvre de la réforme. Ce sont des choses connues, donc des discussions menées dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique. Une réforme donc, qui s'applique aux seuls directeurs d'hôpitaux, alors ce qui bien sûr implique les collègues d'autres corps qui sont détachés dans le corps directeur d'hôpital, les D3S notamment, et également d'autres corps de la fonction publique de l'État ou de la territoriale détachés dans le corps de directeur d'hôpital, mais une réforme donc limitée dans son périmètre, que ce soit sur l'indiciaire ou l'indemnitaire, au corps donc des DH. Et actuellement, toujours pas d'ouverture concrète de chantier statutaire pour les directeurs des soins. Et on vous demande bien sûr, alors j'ai oublié de faire le rappel d'usage, on vous remercie de fermer vos micros, alors même si on a la possibilité de vous les fermer à distance, si vous êtes étourdi, mais merci de fermer vos micros pour cette visio. Donc 6 textes parus le 27 novembre 2025, là aussi on passe vite, puisque donc ils constituent l'ensemble du dispositif avec à la fois l'indiciaire et l'indemnitaire. On rentre dans le vif du sujet avec les actions en cours qui sont menées par le Centre national de gestion et la DGOS. Bonjour à tous, merci Lionel pour ce passage de relais. Effectivement, donc des actions qui ont déjà été prises par le CNG pour la grande majorité des collègues directeurs d'hôpital ou en détachement dans le corps des directeurs d'hôpital. Néanmoins, on attend encore de la part du CNG plusieurs arrêtés. Alors pour des situations qui sont particulières, qui sont ici listées pour votre information, notamment pour les TH qui sont détachés sur emploi fonctionnel. À ce jour, leur reclassement a été effectué par défaut sur leur grade d'origine avant détachement. Des arrêtés vont devoir être pris à nouveau par le CNG puisqu'il y a des dispositions particulières dans le décret statutaire pour le reclassement des collègues sur emploi fonctionnel. Ils ont un reclassement particulier et donc ces arrêtés devraient être pris prochainement par le CNG avec un reclassement particulier. C'est l'article 21 du décret portant statut particulier des directeurs d'hôpital, avec une précision aussi que cela concernera aussi les collègues qui ont quitté leur emploi fonctionnel à compter du 1er janvier 2025. Donc il ne faut pas forcément être encore à la date d'entrée en vigueur du nouveau statut sur son emploi fonctionnel pour bénéficier de cette disposition, mais il faut avoir quitté au plus tard au 1er janvier 2025 cet emploi fonctionnel et à la condition d'avoir occupé au moins 2 ans un emploi fonctionnel pour bénéficier de ce reclassement, donc qui interviendra dans un second temps avec la communication d'un nouvel arrêté du CNG. Là, on nous a annoncé, au début c'était fin janvier, début février, et le CNG a pris un peu de retard, mais ça devrait arriver normalement dans les prochaines semaines. Un autre point particulier aussi, c'est pour les collègues qui, avec le reclassement, bénéficient d'une ancienneté suffisante pour tout de suite prendre un échelon dans les nouvelles grilles à l'entrée en vigueur du statut au 1er janvier. Donc là encore, pas d'inquiétude. Le CNG travaille sur ces arrêtés. Ils vous seront normalement communiqués
bientôt, avec bien sûr un effet rétroactif à la date d'avancement d'échelon prévu, par exemple au 1er janvier 2026, si tel était le cas. Un autre point aussi pour lequel nous sommes en attente des arrêtés du CNG, c'est le cours, et là plus particulièrement les collègues D3S détachés dans le corps des DH, puisque le tableau d'avancement au titre de 2026 pour les D3S a été pris le 15 décembre 2025, et donc certains collègues bénéficient à ce titre d'un avancement de grade qui doit être pris en compte dans le corps de détachement des DH, et donc là encore, des arrêtés de reclassement leur seront transmis en tenant compte de cet avancement au nouveau deuxième grade. On vous le rappelle, une adresse de courriel est dédiée par le CNG pour toutes vos questions individuelles sur votre situation et notamment sur le reclassement. Alors cette adresse, elle est reprise ici. On comprend parfois que certains collègues s'inquiètent d'avoir en réponse un message automatique. Néanmoins, sachez que le CNG a toujours bonne connaissance de votre demande via cette adresse, et s'il ne vous répond pas immédiatement, c'est effectivement parce qu'il a pas mal de sujets à traiter. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, si en écrivant à cette adresse, vous avez un message de réponse automatique et une réponse qui n'est pas immédiate. C'est entre guillemets normal, et en tout cas, votre question est bien arrivée et elle sera normalement traitée dès que possible par le CNG. Un autre point, parce que là aussi on a des cas de collègues qui, dans l'ancien statut, changeaient d'échelon au 1er janvier 2026. Le CNG effectuait les reclassements au 31 décembre 2025, estimant que l'ancien statut s'éteignait au 31 décembre 2025 et non pas au 1er janvier 2026 à l'entrée en vigueur du nouveau statut. Bon, clairement, nous, côté 5As, on a un point de désaccord avec le CNG et plus largement la DGOS, parce que nous n'avons pas la même interprétation. Nous estimons que si le nouveau statut entre en vigueur au 1er janvier, eh bien, l'ancien statut est encore en vigueur jusqu'au 1er janvier. Donc là, cette question a été remontée de notre part au CNG et la DGOS, et la DGOS a quand même jugé opportun, preuve que c'est quand même une question qui n'est pas illégitime, a demandé à la direction des affaires juridiques du ministère de la Santé un avis pour effectivement prendre en compte ou non les avancements prévus au 1er janvier 2026 au titre de l'ancien statut. Un autre point, donc, dans les actions en cours et à venir, c'est la parution désormais imminente de l'instruction dite bascule pour le passage de l'ancien régime indemnitaire de la PFR vers le nouveau régime indemnitaire, le RIF7. Alors, pourquoi imminent ? Parce que on a encore eu des contacts en fin de semaine dernière avec la DGOS qui nous a bien confirmé que l'instruction était dans les circuits de signature, et cette instruction bascule donc et très prochainement. Elle fixe plusieurs éléments. Alors là, on les reprend pas tous. Bien sûr, on communiquera quand l'instruction bascule sera publiée et on vous donnera tous les éléments détaillés. Juste ici, on a extrait, on va dire, le point principal, en tout cas, qui est le montant initial d'IFSE. Donc là, c'est vraiment une reprise textuelle de ce que vous trouverez dans l'instruction bascule, qu'on a discuté bien sûr avec la DGOS. Et donc, il est bien dit que l'IFSE se calcule en additionnant le montant de la part fonction du mois de décembre 2025, la NB éventuelle de ce même mois, ça c'est le cas par exemple des emplois fonctionnels, et 1/12 du montant de la part résultat hors versement exceptionnel, telle qu'elle a été notifiée à l'agent à la suite de son entretien d'évaluation, donc en l'occurrence, entretien annuel d'évaluation 2025. D'autres précisions interviendront dans cette instruction bascule, notamment des précisions techniques sur l'entrée dans le nouveau dispositif. Et un point aussi important, c'est qu'il n'est pas prévu de réexamen à l'entrée dans le dispositif de l'IFSE. Encore, c'est une question qui nous a été régulièrement posée. L'arbitrage a été rendu par la DGOS, il n'y aura pas de réexamen à l'entrée de l'IFSE. Et puis, cette instruction va traiter aussi certains cas particuliers, comme la situation des directeurs à temps partiel, notamment pour le calcul de leur IFSE initial. Maintenant, on va voir au niveau des établissements les actions qui sont à entreprendre. Alors, la mise à jour des moteurs de paye, notamment pour la prise en compte du nouvel échelonnement indiciaire avec le nouveau statut, est annoncée, d'après nos informations, au plus tard, pour les établissements qui seraient, on va dire, le plus en retard dans la mise à jour de leur logiciel de paye, d'ici mars. Donc effectivement, il y aura cette bascule sur la nouvelle grille indiciaire avec un effet rétroactif dès que les moteurs de paye seront mis à jour.
La bascule vers l'IFSE est à effectuer d'ores et déjà pour un grand nombre d'établissements, parce qu'il faut vraiment, à notre sens, la distinguer de la mise à jour des moteurs de paye. Et on constate, alors malheureusement si j'ose dire, qu'un grand nombre d'établissements a quand même conservé le régime de la PFR. C'est pas idéal pour plusieurs raisons, justement, qu'on évoque ici. Et on explique pourquoi la mise en œuvre immédiate de l'IFSE pour nous est d'ores et déjà possible. Alors tout d'abord parce qu'elle est plus sûre juridiquement. Les établissements qui maintiennent la PFR, cela peut poser un problème parce qu'il n'y a plus de base légale à l'existence de ce régime indemnitaire, parce que la PFR n'existe plus pour les DH depuis le 1er janvier 2026. La mise en œuvre de l'IFSE dès le 1er janvier est faisable techniquement, puisqu'elle doit pouvoir se saisir manuellement sur le code paye qui était celui de l'ancienne part fonction, parce que la part fonction elle-même pouvait évoluer en cours d'année ou pouvait évoluer dans les logiciels de paye. Elle ne nécessite pas un classement immédiat des emplois. Ça, c'est vraiment un point sur lequel on souhaite insister, puisque le classement des emplois aura un impact qui portera surtout sur le complément indemnitaire annuel, puisqu'il va notamment déterminer les plafonds, et éventuellement, mais cela ne concerne effectivement pas tous les établissements, pour le versement de la majoration de direction commune, puisque cette nouvelle majoration de direction commune ne peut pas non plus dépasser les plafonds IFSE prévus réglementairement. Pour l'IFSE qui reprend donc la PFR de l'année 2025 pour les DH déjà en poste, là encore, pas de nécessité de classer les emplois, pas de problématique en tant que telle, puisque l'article 8 du décret qui porte création du nouveau régime indemnitaire, le RIFSEP, prévoit le maintien de la PFR acquise selon les modalités que je vous ai exprimées dans l'instruction bascule à paraître, donc au 31 décembre 2025, même si celle-ci est supérieure au plafond prévu, ce qu'on appelle l'article clause de sauvegarde. L'IFSE peut être notifié sur la base de décision d'attribution inspirée de celle de la PFR. Là encore, on se permet d'insister sur ce point parce que certains chefs d'établissement attendent des modèles, ou même certaines, là, dans le cas des ARS, elles attendent aussi parfois des modèles. Mais en fait, ça peut être assez simple de reprendre finalement une décision d'attribution de la PFR et de la modifier, bien sûr, avec les bons visas et les nouveaux textes réglementaires pour en faire une décision d'attribution de l'IFSE à compter du 1er janvier 2026. Et puis, un point aussi sur lequel on se permet d'insister, parce qu'on a eu aussi quelques éléments qui nous sont remontés à ce sujet, c'est que l'IFSE ne nécessite pas de calcul spécifique pour les EDH 2024-2025. C'est-à-dire que les sorties d'école, finalement, il n'y a pas de question à se poser sur le calcul de la PFR, c'est l'application du montant socle des DH du premier grade qui s'applique. Là, je vais passer la parole à Lionel pour les cas particuliers. Alors, vous l'aurez compris, je me permets d'insister sur ces points que vient de développer Benjamin, parce que j'ai vu une ou deux questions dans le chat qui en témoignent. Il y a un certain nombre d'établissements qui ont procédé à la mise en œuvre de l'IFSE dès le mois de janvier, y compris des établissements importants. La majorité ne l'ont pas fait, avec des modalités transitoires diverses, soit application effectivement maintien de la PFR, soit plus de régime indemnitaire du tout. Ça nous paraît quand même assez malsain, à la fois pour les raisons que nous avons exposées sur le maintien d'une prime qui n'a plus de base légale, quant à ne plus mettre du tout de régime indemnitaire. Alors bien sûr, les situations ne sont pas les mêmes selon les avancements de carrière des collègues, mais permet d'insister sur la situation des EDH sortants. On a des EDH sortants qui n'ont pas eu de régime indemnitaire ni en janvier ni en février. Après 2 ans d'école, on pense que c'est un traitement qui aurait mérité une attention plus résolue, en sachant que le système est vraiment, comme l'expliquait Benjamin, parfaitement limpide sur le fait que les personnes vont toucher le socle, alors à des montants différents selon qu'ils sont logés ou pas, mais la grande majorité correspondent à l'option logée, c'est-à-dire soit logé dans le patrimoine de l'établissement ou loué par l'établissement, soit bénéficiant de l'ICL. Alors, quelques cas particuliers sur lesquels nous revenons également. Benjamin l'a cité, la nouvelle bonification indiciaire éventuellement perçue peut être intégrée ou non à l'IFSE. Il y a un droit d'option
à exercer. On a eu un certain nombre de questions dès la fin 2025 sur le sujet. Donc pour ce qui concerne les chefs d'établissement, le droit d'option, il est adressé à l'ARS pour les adjoints concernés au chef d'établissement pour réclamer ou non le maintien de la NBI versus l'intégration dans l'IFSE. En règle générale, nous avons plutôt conseillé de faire jouer ce droit d'option qui ne vaut que pour la durée de l'emploi fonctionnel en cours. Donc, en cas de renouvellement, ce droit d'option tombera à l'issue. Ça permet de constituer des droits supplémentaires pour la retraite. C'est plus intéressant a priori en fin de carrière. On va dire que pour les finances de la CNRACL, on considère que de façon générale et sur le principe, c'est une bonne chose. L'IFSE se calcule sur la base de la PFR à temps plein pour les temps partiels. Alors, c'est une précision importante de la fameuse instruction bascule dont parlait Benjamin. Il y a ensuite une proratisation qui est effectuée sur le temps de travail effectif, à l'exception du temps partiel thérapeutique, pour lequel les collègues sont maintenus sur une quotité de 100%. Point également qui a soulevé pas mal de questionnements dans ce qui nous a été adressé en établissement, l'IFSE peut être majoré de l'indemnité de direction commune si celle-ci ne conduit pas à dépasser les plafonds prévus par groupe d'emploi. Alors pour le coup, c'est l'un des éléments sur lequel des collègues nous ont dit « Ah ben vous voyez bien qu'il faut prédéterminer le classement des emplois, parce qu'effectivement, en cas de dépassement du plafond d'IFSE, l'indemnité de direction commune fait l'objet d'une réfaction. Nous pensons que ces éléments peuvent être régularisés a posteriori en soulignant, c'est un rappel qui est important parce que sur l'ensemble du territoire, on a eu longtemps depuis 2018, ce sont les textes qui avaient mis en place l'indemnité de direction commune, qui maintenant est une majoration de l'IFSE. Donc ces textes de 2018 précisaient que l'indemnité de direction commune était due aux collègues qui étaient nommés dans la direction commune. L'interprétation qui a été retenue le plus souvent, en tout cas dans beaucoup d'établissements, était que le chef d'établissement avait une marge d'appréciation pour considérer le degré d'implication des collègues dans le fonctionnement de la direction commune. Il y a une lecture plus littérale du texte qui est désormais privilégiée. Nous insistons sur le fait que à partir du moment où on est nommé désormais dans une direction commune, c'est l'intégralité de l'équipe de direction qui est concernée par ce qui est désormais donc une majoration de l'IFSE. Alors, également des points d'attention en cas de changement de la situation du logement à compter du 1er janvier 2026, par exemple pour des conjoints, pour des DH logés aux bénéficiaires de l'ICL. Donc l'IFSE, elle est recalculée de deux manières possibles. Alors là, c'est un tout petit peu technique et la fameuse instruction bascule vient dessus. Si un DH bénéficie au logement ou du versement l'ICL, il en perd le bénéfice. Le montant de son IFSE va être réévalué en appliquant son IFSE d'entrée dans le nouveau régime, donc un coefficient multiplicateur, en l'occurrence de 1,25. On a le mécanisme inverse si il se voit attribuer un logement dont il ne bénéficiait pas auparavant. Là, dans ce cas, il a une réfaction, donc sur la base de 100, c'est 80% de son montant qui sera pris en compte, avec une minoration toutefois plafonnée à un montant de 12 600 €. Alors, ces cas ne sont pas très, très nombreux, les personnes qui changent de statut d'une année sur l'autre, mais ça fait néanmoins partie des points qui sont relevés par l'instruction bascule, comme devant être précisé pour l'ensemble des collègues. Alors, pour les directeurs qui sont issus de la promotion interne, par exemple, par le tour extérieur, enfin, c'est le tour extérieur, donc essentiellement, donc l'IFSE équivaut au montant socle du grade correspondant avec reprise possible des primes précédemment perçues. C'est le cas, par exemple, pour les directeurs des soins qui rentrent dans le corps après avoir été lauréats donc, du tour extérieur et qui vont prendre leurs fonctions en 2026. J'en ai vu au moins un connecté d'ailleurs à notre webinaire. Pour les réintégrations de DH à l'issue de période de détachement ou de disponibilité, ils bénéficient donc au minimum du montant de PFR qui leur était alloué avant leur changement de position administrative ou du montant socle d'IFSE leur grade, si cela leur est plus favorable. Donc là aussi, de façon générale, on a un principe que Benjamin a cité, qui est un principe
de sauvegarde finalement des montants indemnitaires qui étaient perçus par les collègues. Pour les réintégrations à l'issue d'un congé parental ou d'un congé maladie, où il pourrait y avoir donc suspension donc de la PFR, ils conservent à minima donc pour le calcul de leur IFSE, leur PFR acquise avant le dit congé. Voilà. C'est partie également donc des précisions qui sont apportées dans cette fameuse instruction bascule dont la publication est imminente. Et je passe la parole à Isabelle pour, je dirais, la suite du programme et les actions à venir. Et oui, merci Lionel. Oui, donc là, ce n'est vraiment que la première étape que l'on vient de vous décrire. Il reste encore un gros travail à effectuer, notamment pour savoir comment va fonctionner effectivement le RIFSEP, le régime indemnitaire, à plein régime, en année pleine, une fois qu'on aura effectué cette bascule. Donc, nous avons commencé à travailler, donc les différentes organisations syndicales ont commencé à travailler avec la DGOS et le CNG pour donc une instruction donc là pérenne pour le mode de fonctionnement du RIFSEP avec les modalités de classement des emplois, puisqu'il faudra réaliser effectivement une cartographie pour les emplois d'adjoints. Cette cartographie sera réalisée par les chefs d'établissement pour leur équipe, avec un contrôle effectivement du CNG. Et il est prévu donc effectivement qu'à chaque publication, à chaque vacance d'emploi d'adjoint, il sera obligatoire d'adresser au CNG la fiche de poste avec effectivement le classement de l'emploi et éventuellement l'organigramme et les délégations de signature pour pouvoir vérifier que la cotation de l'emploi proposé, le classement plutôt de l'emploi proposé, correspond bien à ce qui était prévu. Cette instruction aussi, on va discuter des modalités pratiques de réexamen et d'évolution de l'IFSE, puisqu'il y a plusieurs cas de figure pour l'évolution de cette IFSE. Un changement de grade, un changement d'emploi, mais elle peut aussi évoluer sans avoir de changement d'emploi. Donc là, c'est définir effectivement quels sont les montants, les niveaux d'évolution de cette IFSE et au bout de combien de temps, effectivement, on peut réévaluer cette IFSE. Donc ça, c'est un travail aussi que nous sommes en cours. Et les modalités alors là, de détermination du CIA, alors on a mis évolution, mais pas vraiment, puisque le CIA, vous le savez, peut varier de 0 à 100 du plafond. 0 à 100% du plafond. Et en fait, voilà, contrairement à la part résultat, il n'est absolument pas soclé, ce qui veut dire qu'on repart de 0 d'une année sur l'autre. Donc là, nous avons commencé à ébaucher quelques discussions sur la détermination effectivement de ce que pouvait être le CIA. Le CIA attribué de façon pérenne et donc comment on va le voir attribué tous les ans. Sachant que la DGOS, pour l'instant, se réfère effectivement à ce qui se fait à l'État et en nous disant que, nous laissant entendre que le plafond n'a pas vocation à être atteint. Ce en quoi on leur a dit qu'aucun texte, effectivement, ne s'opposait à l'atteinte de ce plafond. Donc, on a encore beaucoup de discussions à venir, je pense, sur la mise en route, de ce régime indemnitaire dans toutes ses dimensions. Ensuite, nous attendons, alors là, pour les chefs d'établissement, pour les emplois supérieurs, donc chefs d'établissement et emploi d'adjoint, emploi fonctionnel d'adjoint, la publication, donc la nouvelle liste des emplois supérieurs. Donc la DGOS nous a transmis hier, donc là, vous voyez, vous en avez la primeur, nous a transmis hier son projet de liste de classement pour les chefferies. En revanche, il nous manque le classement des adjoints fonctionnels, donc nous avons rappelé à la DGOS qu'il nous fallait les deux parce que il y a quand même de nouvelles dispositions liées au nouveau statut DH et notamment la possibilité pour tous les établissements qui ont plus de 300 millions d'euros de budget de pouvoir effectivement créer 2 emplois fonctionnels d'adjoints, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et sans cette publication de liste d'adjoints fonctionnels, ça sera difficile pour les chefs d'établissement de pouvoir demander la publication de cette vacance d'emploi pour pouvoir nommer effectivement un membre de son équipe ou recruter quelqu'un sur cet emploi fonctionnel.
Donc là, nous attendons une réponse de la DGOS pour pouvoir faire publier simultanément la liste des chefs d'établissement emploi fonctionnel et les listes d'adjoints fonctionnels. Nous attendons aussi communication par le CNG des modèles de notification de l'IFSE qui sont annoncés depuis un certain temps. Le CNG a fait un webinaire la semaine dernière, nous a dit que ça allait être incessamment sous peu. Donc, j'espère que ça arrivera bientôt pour que vous puissiez effectivement réaliser ces décisions. Précision aussi par le CNG du dispositif des managers de transition. Bon, là, c'est resté un peu en dehors des discussions pour l'instant, puisque nous sommes plus sur le régime indemnitaire, mais ça sera un travail qu'il faudra mettre en œuvre puisqu'il y a eu la création de 10 postes donc d'emploi fonctionnel de managers de transition. Pour mémoire, le CNG à ce jour nous a signalé lors de son dernier conseil d'administration qu'il ne pouvait en financer que 5. Donc, à suivre. Et puis après, il y a un gros travail à faire aussi sur des concertations avec les organisations syndicales pour réaliser les nouvelles lignes directrices de gestion. Alors, certaines concernent le détachement. Là, nous avons eu une réunion, mais bon, ça, c'est moins en lien avec le statut DH. Il y a le classement des emplois d'adjoints qui peuvent relever de plusieurs groupes. Donc ça, il va falloir définir effectivement comment on classe ces emplois entre le groupe 1 et le groupe 4. Donc, ça fait partie des discussions avec la DGOS, mais ça fera aussi partie des discussions avec le CNG, et notamment au niveau des lignes directrices de gestion. Les conditions d'accès au 2e grade, puisque effectivement les conditions ont changé, mais donc il faut définir notamment la mobilité. Qu'est-ce que c'est qu'une mobilité ? Est-ce que c'est une mobilité géographique avec changement d'établissement ou est-ce qu'une mobilité peut se faire au sein d'une direction commune ? Rien n'est fixé à ce jour et tout est à définir encore. Et ainsi que les modalités d'accès au tour extérieur, puisque les règles ont aussi changé et que de toute façon, les conditions pour passer le tour extérieur ont un petit peu changé, les conditions d'accès, et sachant aussi qu'après, les conditions de classement se feront uniquement sur le 1er grade. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend encore. Et vous pouvez éventuellement retrouver notre guide pour tout ce qui est questions statutaires dans son ensemble. Et puis, nous vous rappelons aussi que vous pouvez nous contacter donc sur l'adresse contact pour toute question individuelle. N'oubliez pas l'adresse aussi du CNG. Et nous attendons, donc n'oubliez pas la foire aux questions qui devrait bientôt sortir, qui devrait effectivement apporter des réponses à toutes les questions que le CNG a reçues. Ils nous ont dit qu'elles étaient nombreuses. Et pour conclure quand même, parce que nous sommes en année d'élection professionnelle, donc je tenais à vous dire que je me mets pas la slide. Voilà, nous voulons j'ai du sabotage. Donc c'est une année d'élection professionnelle et je pense que là, lorsqu'on est dans le cadre de discussions statutaires, tous les syndicats font la preuve quand même de leur utilité. Et donc, c'est important que vous puissiez vous mobiliser pour voter. Votez pour qui vous voulez, mais votez et faites voter. Et de préférence quand même pour le 5A-CFDT. Maintenant, nous allons répondre à vos questions. Oui, merci Isa. Je voulais juste faire un petit commentaire sur un point qu'on n'a pas mentionné dans les slides à propos des lignes directrices de gestion qui vont devoir revoir les conditions de mobilité pour l'accès au 2e grade. C'est un point qu'on avait souligné lors de nos premiers webinaires, mais que je me permets de reprendre ici. Les conditions de mobilité sont assouplies, en particulier pour les collègues qui sont rentrés dans le corps par la voie du concours interne ou du tour extérieur et qui ont accédé en classe normale de l'ancien statut. Dans la mesure où ça n'est plus la mobilité effectuée seulement dans le corps de DH qui est prise en compte pour accéder au grade supérieur, mais il y a possibilité de faire valoir les mobilités antérieures qu'on a pu effectuer, par exemple, pour les corps de la FPH quand on était attaché ou
ou directeur des soins ou ingénieur, et dans des corps d'autres versants de la fonction publique, à partir du moment où on était en catégorie A. De ce point de vue, c'est un message à la fois pour les collègues concernés et pour les chefs d'établissement qui ont des adjoints qui sont possiblement concernés. Lors de l'évaluation 2025, les collègues concernés, a priori, s'ils ne remplissaient pas la condition de mobilité exigée par l'ancien statut, il n'a pas été complété le volet particulier du document d'évaluation qui mentionne la proposition d'accès au grade supérieur. Là, j'anticipe un petit peu sur les travaux qui s'annonce fort dense pour le tableau d'avancement donc au 2e grade sur cette année 2026. Nous aurons besoin d'identifier la totalité de ces collègues promouvables avec ce nouveau critère et nous aurons à récupérer des avis de leur évaluateur au titre de l'année 2025, donc avis positif d'accès au grade supérieur. Encore faut-il bien sûr que l'évaluateur soit en accord avec cet avis positif, mais c'est à réclamer a priori, et on insiste auprès à la fois des collègues concernés et des chefs d'établissement sur le fait qu'ils ont en fait un codicile, on dirait, ou en tout cas une modification, un complément à apporter pour gérer au mieux la situation de ces collègues. Et alors, on va balayer effectivement les questions qui nous ont été posées dans l'ordre où elles l'ont été. Alors, les recours gracieux. Alors, évidemment, on a ceux dont nous avons connaissance au niveau du 5A CGT. On estime qu'on on a quand même une bonne quinzaine aujourd'hui. Et on a alors recours gracieux sur lesquels parfois le CNG a donné un premier niveau de réponse, mais je reviens sur ce que disait Benjamin, on a quand même cette expertise puisque les recours gracieux portent notamment sur l'application, vous l'avez compris, des dispositions de l'ancien statut au 1er janvier 2026, parce qu'il y a des situations où effectivement l'effet négatif est incontestable au regard de ce qu'aurait été le classement, au regard de ce qu'est le classement dans le nouveau statut. Alors, ensuite, en ce qui concerne la situation des directeurs en CLM et CLD, alors j'ai vu qu'il y a des échanges qui sont possibles. J'avoue que c'est pas la partie sur laquelle je suis le plus à l'aise, mais vas-y, fonce, Isabelle. Alors déjà, on a un sujet avec de désaccord avec la DGOS, donc c'est un sujet qui va effectivement faire l'objet d'une expertise pour savoir effectivement s'il y a une partie du maintien. Nous avons surtout rappelé à la DGOS qu'il y a un décret qui concerne l'État, donc les administrateurs de l'État, qui prévoit, notamment les administrateurs de l'État, qui prévoit effectivement l'évolution du régime indemnitaire en fonction de l'arrêt maladie. Nous n'avons pas la même chose dans la fonction publique hospitalière. Nous avons un décret qui dit que de toute façon, nous perdons notre régime indemnitaire lorsque nous sommes en CLM ou en CLD. Donc effectivement, nous, ce que demande le 5A, c'est que nous aussi, on ait pour la fonction publique hospitalière un décret à l'identique de ce qui existe à l'État pour régler la question du régime indemnitaire. À l'État, le CLD, c'est non, il n'y a pas de régime indemnitaire. En revanche, le CLM est versé de façon différente. Donc, l'IFSE continue à être versé. Alors, de mémoire, c'est, je sais plus si c'est 60% et 40%. Mais il y a une pourcentage de l'IFSE qui continue à être versé lorsque les administrateurs de l'État sont en congé longue maladie. Donc là, ça va être un vrai sujet à aborder et ça va être, je pense, un nouveau combat du 5AS pour effectivement aligner la fonction publique hospitalière sur la fonction publique d'État. Sur la question suivante, alors on l'a un petit peu abordé en ce qui concerne la bascule vers le nouveau régime indemnitaire. On ne pense pas que c'est bloquant la question de l'indemnité de direction commune, dans la mesure où, de toute façon, comme il y aura si la PFR, par exemple, est maintenue, il y aura de toute façon des régularisations à faire. Si la majoration pour direction commune ne peut pas être maintenue en totalité, il y aura également une réfaction à faire. Là,
Alors, l'instruction bascule de mémoire aborde ce sujet d'ailleurs et renvoie à la responsabilité de chaque chef d'établissement le fait de juger en opportunité si les choses sont maintenues avant le classement des emplois. Au 5AS, pour le coup, nous sommes partisans effectivement d'une mise en œuvre de l'IFSE sans attendre, dans la mesure où il y a quand même une pénalisation assez longue sur une part très importante, très substantielle du régime indemnitaire. Donc, juste pour préciser peut-être ce que dit Lionel, c'est que dans l'instruction bascule, effectivement, prévu la possibilité pour le chef d'établissement de surseoir à statuer au versement de la majoration de direction commune en attendant le classement des emplois. Parce que, voilà, comme a été dit, n'est pas bloquant d'une part pour l'IFSE initial et d'autre part pourra faire l'objet d'un rattrapage comme ce sera le cas pour l'indiciaire. Alors, qu'est-ce qui fait l'objet de la réflexion, l'IFSE ou l'indemnité de direction commune? Donc là, pour le coup, c'est l'IFSE. Ça, c'est clairement exprimé là aussi dans l'instruction bascule. Alors, encore pour préciser peut-être, c'est-à-dire que l'IFSE sera diminué du montant de la majoration de direction commune pour permettre le respect du plafond. Exactement. Quid pour les collègues qui bénéficiaient d'un doublement de la part F car en couple avec un conjoint logé? Dans ce cas, ils bénéficient en fait du calcul de leur PFR en intégrant ce doublement, entre guillemets. Le terme est un peu impropre, mais effectivement, c'est celui qui est couramment employé. Et donc, leur IFSE sera calculé sur cette base et pourra, le cas échéant, comme le rappelait Benjamin, d'ailleurs, dépasser le plafond correspondant au groupe d'emploi sur lequel ils seront ultérieurement classés. Et se voit du coup appliquer un socle de DH non logé ou un plafond de DH non logé. Voilà, perçu par exemple sur le premier grade, donc c'est 27 200 sur le logé et 34 000 pour le non logé. Sans changement de situation, est-ce que le versement lycéal est modifié par l'IFSE? Non. Là, il y a aucune ambiguïté là-dessus. Il n'y a aucun lien entre le mécanisme de l'IFSE et le versement de l'ICL, en dehors de ce que nous venons d'exposer, bien sûr, c'est-à-dire le principe, ce principe de plafond et de socle différents selon qu'on est logé ou pas. Mais il n'y a pas de changement en ce qui concerne le versement LICEL. Soyez simplement attentifs à ce que, alors c'est l'occasion de faire un petit rappel, c'est votre commune de résidence qu'il faut prendre en compte et non pas la commune de l'établissement. C'est une question qui nous est souvent posée. C'est la commune de résidence du directeur qui est à prendre en considération pour appliquer le bon taux d'ICL, et dont vous pouvez toujours vérifier. On a un simulateur qui est actif et qui figure sur notre guide relatif donc au logement, qui permet donc de vous repérer dans les 4 niveaux d'ICL qui sont éligibles donc aux différents collègues. Benjamin, je te laisse la main pour la question suivante, qui est une classique que nous avons. Alors, je ne sais pas de laquelle tu parles, parce que tu as peut-être sauté une. Il y en avait une sur les emplois supérieurs. Pardon. C'est peut-être... on était là, on avait celle-ci. Les emplois supérieurs, oui, effectivement, la revisite, c'est tous les ans comme avant. Hein. Ça n'a pas changé. Les textes n'ont pas changé. Donc, actualisation tous les ans. Donc, tous les ans, possibilité de gagner un petit peu, de changer de groupe. Je rappelle qu'il y a plus de quotas, hein, en fait. Hein, donc, on est uniquement sur des seuils budgétaires. Donc, là, c'est vraiment, on ne voit que le budget. Et donc, effectivement, si vous remplissez le budget pour passer sur le groupe supérieur, ça alors, avec un effet de seuil donc qui est important, qui se situe à 300 millions en ce qui concerne le nombre d'emplois fonctionnels. Isabelle en a parlé pour ce qui concerne les emplois d'adjoints sur lesquels nous avons une vigilance particulière, puisque possiblement un établissement qui est au-dessus du seuil de 300 millions et qui auparavant n'avait qu'un seul emploi fonctionnel qui était celui du chef d'établissement peut se retrouver désormais avec 3 emplois possibles.
Alors, donc, indemnité de direction commune, elle peut être intégrée dans l'IFSE. L'établissement peut-il donc décider de la verser séparément? Alors, oui, peut-être que c'est une expression qui n'est peut-être pas très heureuse de notre Non, Lionel, c'est plus une indemnité, c'est une majoration. Donc, je majoration, ne parle absolument. plus d'indemnité. Donc, Voilà. elle se verse pas séparément. Ça va avec l'IFSE. Voilà, c'est majoré, effectivement, Une majoration de l'IFSE. majoration de l'IFSE, ce qui fait changer un petit peu son statut. Hein, donc, euh, alors là, pour le coup, je vais passer la question suivante, qui est typiquement une question qui est adressée à sur notre boîte contact pour qu'on puisse y apporter la réponse la plus opportune. Alors, pour les chaînes d'établissement, est-ce que le montant de l'IFSE sera confirmé par l'ARS? Oui, c'est l'ARS qui est autorité d'évaluation, autorité de recrutement, qui est en charge effectivement de cette notification. C'est la raison pour laquelle nous pensons que tout comme les chefs d'établissement, les ARS, elles peuvent, sans attendre le modèle du CNG, émettre également une décision qui permet d'attribuer l'IFSE sur la base donc de la consolidation, là aussi, de la PFR 2025. Alors, on a eu encore, il y a peut-être pas la semaine dernière, mais encore il y a 15 jours, moi j'ai vu 1 ou 2 messages passer avec des collègues chefs d'établissement qui n'avaient toujours pas eu la notification de leur part résultat. Ça commence à faire court. Je vous encourage à nous saisir si vous avez des difficultés de cet ordre. Alors, calendrier d'évaluation, oui, question importante. Alors, en ce qui concerne le calendrier de 2026, Isabelle en a parlé. Il y a pas mal de travaux préparatoires à conduire pour que ça puisse être organisé. Le CNG va devoir produire une nouvelle instruction qui devra notamment décliner un certain nombre d'éléments qui auront été discutés dans le cadre de la CIA, du CIA, pardon. La CIA, c'est autre chose. L'acronyme a déjà été employé. Et donc, bon, normalement, le calendrier en tout cas, je pense que le CNG aura à cœur de maintenir un calendrier cohérent pour l'évaluation, et je pense que, alors, en tout cas, au 5A d'été, on y sera attaché, mais ça va demander pas mal de travaux, de travaux préparatoires. Il faut juste peut-être une précision. Il était quand même attendu que justement, toutes ces précisions soient définies par l'instruction à la fin du premier semestre. Donc, normalement, on est quand même bon pour le respect du calendrier d'évaluation annuelle qui, je le rappelle, fait quand même s'étale jusqu'au 31 octobre. Enfin, voilà, jusqu'à fin octobre de l'année N. Donc, ça nous laisse quand même un peu de profondeur. Et sauf, on va dire, incident majeur, normalement, voilà, d'ici la fin du premier semestre, on devrait plutôt, à cet horizon, avoir tous les éléments nécessaires pour conduire notamment la détermination du CIA. Alors, question suivante avec 2 questions. Effectivement, revenir sur la question de la direction commune, donc désormais majoration pour direction commune. Donc, ce que nous avons exposé tout à l'heure et rappelé dans la slide, c'est qu'à partir du moment où on est nommé par le CNG, puisque c'est donc l'arrêté du CNG qui fait foi, si on est nommé dans une direction commune, l'indemnité de direction commune était due au titre du texte de 2018, et désormais la majoration est due, bien sûr avec la réserve du plafond tel que je l'ai indiqué. La notion que nous avons, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'établissements, j'y ai fait allusion, je suis peut-être passé un peu vite, il y a beaucoup d'établissements qui en avaient eu, pour être tout à fait franc, au 5A, on avait une interprétation effectivement qui tendait à donner au chef d'établissement une marge d'appréciation quant au fait que le collègue était finalement légitime, en quelque sorte, à toucher cette indemnité. Le texte est clair. À partir du moment où on est nommé dans la direction commune, l'indemnité est due. Et là encore, peut-être juste pour préciser, pour être très pratico-pratique, vous êtes membre
d'une équipe de direction commune, vous êtes nommé sur la direction commune, peu importe que vous ayez effectivement des fonctions sur Très impliqué. voilà, plusieurs directions communes et à un niveau d'implication différent, vous touchez, vous devez, et ça c'est bien prévu par le décret de 2008, vous devez toucher cette majoration de direction commune désormais. Alors, deuxième question, alors qui anticipe pour le coup en partie sur les travaux auxquels Isabelle a fait référence sur la gestion du CIA. Mais c'est une remarque qui nous a déjà été faite dans le cadre de travaux préparatoires que nous faisons. C'est vrai que les objectifs 2025 ont été fixés sur les bases du dispositif antérieur et pas avec une appréciation des conséquences que pouvait avoir la réalisation des objectifs 2025 sur un complément indemnitaire annuel qui était encore virtuel à l'époque. C'est une question qui qui est d'ores et déjà sur la table des discussions, parce que est-ce que l'année 2026 sera une année d'entrée de plein pied dans le CIA, alors que les objectifs n'ont pas été fixés en toute connaissance de cause là-dessus? Est-ce qu'il y a effectivement, comme la question le pose, une idée d'appréciation différente des objectifs au vu du CIA? La question est ouverte aujourd'hui. En ce qui concerne la FPE, on a quelques points de repère qui sont donnés. Benjamin, tu peux peut-être en dire un mot. Peut-être aussi pour compléter ce que disait Lionel, à mon sens, le CIA va pas déterminer les objectifs, c'est-à-dire que les objectifs sont déterminés, le CIA n'est que là pour rémunérer, si j'ose dire, l'atteinte d'objectifs et de résultats. Donc, peu importe les objectifs qui ont été fixés, on verra effectivement en 2026 s'ils ont été atteints ou pas. Et la logique reste la même que pour la part résultat. Si on a atteint ces objectifs, on peut prétendre à un niveau de CIA qui, là, par contre, aujourd'hui, n'est pas déterminé parce qu'on attend notamment les modalités de fixation de CIA. C'est ce que venait de dire Lionel à l'instant. Donc, on a quelques pistes. Alors, globalement, pour l'instant, on constate que le CIA, en général, dans la FPE, il varie autour de 50% du plafond. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a à grosse masse. Mais on a des points un petit peu plus particuliers, notamment parce qu'on participe au groupe de travail avec la DGOS et qu'on est amené à échanger avec elle. Et donc, on a creusé aussi le sujet. Et on voit par ailleurs que dans certains ministères, comme celui de la transition écologique, existe un système finalement de cotation, on va dire de l'atteinte, du niveau d'atteinte des résultats qui peut déterminer un montant du plafond du CIA. Par exemple, alors, on va pas rentrer dans le détail ici, mais pour vous donner une ordre d'idée, et ça va faire l'objet des discussions dans ce groupe de travail avec la DGOS, c'est que par exemple, si on considère que les résultats sont insuffisants, on n'a pas forcément zéro. On peut avoir entre 0 et un montant qui est déterminé. Et puis, on a comme ça un panel qui va de insuffisant à excellent. Et puis, excellent, c'est par exemple un montant qui est à partir de n'importe quoi, de 6 000 € qui peut aller là jusqu'au plafond. Donc, on a ce dégradé qui permettrait, en tout cas à notre sens, et c'est ce qu'on va continuer à discuter dans le cadre du groupe de travail avec la DGOS, d'avoir les lignes directrices pour finalement pouvoir apprécier quel montant de CIA on peut attribuer justement par rapport au niveau d'atteinte des objectifs qui ont été fixés. Peut-être quand même un élément pour compléter ce que vient de dire Benjamin et pour reprendre la question posée par Anne Ferrer. C'est clair que aujourd'hui, le CIA, il permet de moduler cette part variable du régime indemnitaire, quelle que soit la situation des collègues. Or, dans l'ancien système, une majorité de collègues étaient au plafond et ne pouvaient en bouger que à la baisse en cas vraiment de problèmes importants et de rapports circonstanciés spécifiques, ce qui arrivait chaque année, mais en 2 ou 3 exemplaires. Je veux dire, en tout cas, on avait connaissance que de quelques cas isolés correspondant à des situations très conflictuelles en règle générale. Là, on a effectivement une faculté, on avait insisté sur cet élément lors de notre premier webinaire, on a clairement un élément d'individualisation de la rémunération. Et donc, de ce point de vue, j'ai eu déjà un chef d'établissement qui a remarqué que les objectifs 2025, sur les collègues qui étaient au plafond, elle avait fixé des objectifs qui étaient un petit peu génériques, un petit peu généraux et qui ne challengeaient pas particulièrement leur périmètre d'intervention. C'est vrai que c'est une exception qui possiblement est un petit peu différente et on aura à rentrer, c'est un élément managérial évidemment très, très important. Alors, pour les DH détachés, des arrêtés spécifiques seront-ils pris pour tenir compte de l'évolution indiciaire? Donc là, on parle de DH détachés en dehors pour le coup, dans un corps d'accueil différent de DH, je suppose. Enfin, c'est comme ça que je lis
je lis la question. Alors, c'est un point important parce qu'évidemment, il y a plusieurs cas de figure. Il y a les cas où vous êtes détaché dans un corps où il y aura dans un corps qui sera strictement entre guillemets comparable du point de vue alors comparabilité du point de vue des grilles statutaires. Donc dans ce cas-là, là on aura effectivement un arrêté de reclassement qui tiendra compte donc du corps d'origine. Sur ceux qui sont détachés en dehors, par exemple dans des organismes type ARS ou établissements non lucratifs, il n'y a pas d'incidence directe du reclassement sur leur rémunération qui est faite sur contrat. En revanche, j'attire l'attention sur un point, on a été amené à le signaler à certains collègues. Il ne faut pas oublier que c'est la base de rémunération, la base indiciaire qui est prise en compte pour le calcul de vos cotisations à la CNRACL. Et donc, il y a un élément qui joue de ce point de vue. Des arrêtés de reclassement devraient être effectivement produits. Alors, pour le coup, il y a également le sujet qui concerne les collègues qui sont détachés depuis le corps de D3S. Isabelle, si tu souhaites intervenir. Non, mais là, je pense que la question était de savoir si effectivement le fait d'être un DH détaché dans un autre corps, il y aura des arrêtés pour continuer à suivre la carrière. Donc oui, effectivement, lorsqu'on est détaché dans la fonction publique, ou même ailleurs, on a une double carrière. Donc effectivement, Stéphanie, tu recevras, en plus de tes arrêtés de changement d'échelon des 3S, tes arrêtés de changement d'échelon DH. C'était pour répondre précisément à la question. Oui, je venais donc sur le lien entre classement des emplois et application de l'IFSE. Donc, comme on l'a expliqué, là, ce sera davantage l'objet de l'instruction pérenne en cours de discussion, donc qui viendra sur ce point, parce qu'évidemment, il y a des liens. Ce sur quoi nous insistons, c'est qu'à l'entrée du dispositif, ce lien, en fait, est un petit peu virtuel compte tenu de la clause de sauvegarde qu'a développé Benjamin. Voilà, donc il n'y a pas le classement des emplois ne conditionne pas aujourd'hui l'attribution de l'IFSE. L'impact, vous l'avez bien compris, c'est éventuellement sur la majoration de direction commune. Que représente le contrôle du CNG dans la cartographie des emplois? Alors, pour aller vite, le CNG et la DGOS ont annoncé la couleur sur le fait que quand le classement des emplois sera sur la table, et là encore ce sera l'objet de l'instruction pérenne, c'est l'ensemble de l'organigramme de l'établissement que le chef d'établissement devra remonter au CNG, ce qui permettra de vérifier une question de cohérence sur la cotation des emplois au regard à la fois de l'ensemble de l'équipe de direction et de la nature des différents emplois. Et de ce point de vue, c'est ce sur quoi je pense on peut insister d'ores et déjà, même si vous l'avez compris, les travaux ne sont pas achevés à cet égard. De ce point de vue, ce contrôle aura un élément déterminant quant à la capacité de publier un poste d'adjoint, puisque c'est à ce moment-là que le contrôle pourra être effectué. Élargissement, direction commune, IFSE, d'accord. Alors, à partir du moment où où un établissement ne faisait pas l'objet d'une direction commune et que la direction commune est créée, bah oui, la majoration se met en place au moment où la direction commune entre en vigueur. Là, pour nous, c'est assez simple. Lionel, si je peux intervenir. Donc, s'il est question de l'évolution de l'IFSE au cours de la carrière, effectivement, ça va être difficile de répondre pour l'instant parce qu'effectivement, l'évolution peut aller jusqu'à 10%, mais elle va certainement être graduée en fonction de l'évolution, effectivement, dans l'évolution de la carrière. C'est ce que je disais tout à l'heure, soit il y a un changement de poste avec une mobilité géographique ou sans mobilité géographique.
et le pourcentage d'évolution ne sera pas le même. Donc, il est difficile de répondre à ce jour parce que ça fait partie des travaux que nous sommes en train de mener avec la DGOS et le CNG pour définir effectivement les différents niveaux d'évolution en fonction des différentes situations. Alors là aussi, question qui anticipe sur les travaux en cours. Le CIA peut être effectivement de 0. Le classement du poste est-il vraiment important? Alors dans ce cas, pas forcément. Le 0 doit-il être motivé? Alors ça, c'est une exigence que nous avons posée d'emblée dans les discussions. Ça paraît évident. On l'a même étendu. À l'État, c'est une obligation de motiver le fait qu'on ne bouge pas et qu'on laisse un CIA à 0. Alors, selon nous, il faudra aussi prendre garde à des petits malins qui feraient un CIA symbolique, parce qu'on peut mettre un CIA à 100 €. Hein, ça sera pas, à notre avis, il faudra quand même motiver un montant qui soit particulièrement bas. Alors là, on n'est pas rentré encore dans Oui, c'est sûr. On verra par rapport à l'instruction pérenne, ce qui sera discuté. Et comme on l'évoquait, peut-être un système de tranches qui permettra de cadrer, par rapport à des résultats insuffisants à excellents, avec des bornes. Justement pour pas de toute façon tomber à 0, même si on a été bon sur ces résultats. Question sur les seuils. Oui, c'est effectivement le seuil de 300 millions qui est retenu pour pouvoir bénéficier. Alors, il y a un effet de seuil qui est vraiment important puisqu'on passe de 1 à 3, alors qu'effectivement, si on est en dessous de 300, on reste avec un seul emploi fonctionnel qui est celui du chef d'établissement. Donc majoration direction, mais là c'est la question sur laquelle on est revenu donc à 2 reprises. Là aujourd'hui la lecture du texte est claire. On n'est plus sur une appréciation du chef d'établissement, mais sur la lecture de l'arrêté de nomination des collègues s'ils sont nommés en direction commune. La majoration est due, toujours pareil avec la réserve du plafond. Et bien entendu, ça concerne effectivement aussi les chefs d'établissement que les adjoints, à préciser. Oui. Alors, pour les... Ah oui, ça c'est prévisible. Je vais répondre, Lionel. Oui, c'est effectivement il y a eu une évolution, mais parce qu'alors au départ l'arrêté qui concernait effectivement les directions communes et les intérims était commun au DH et des 3S. Donc il y avait des dispositions qui concernaient spécifiquement les directions communes avec des établissements uniquement du champ des DH et d'autres uniquement du champ des D3S. Et il y avait après la particularité du mélange des deux. Et nous avions signalé lors des groupes de travail, effectivement, que dans la rédaction que proposait la DGOS, il y avait une petite difficulté, c'est qu'il ne parlait plus du seuil des 180 lits, ce qui fait que à ce jour, mais bon, je vous rassure, la DGOS nous a dit que ça allait être corrigé. À ce jour, un établissement public de santé qui a un seul établissement médico-social en direction commune voit effectivement son indemnité de direction commune réduite de moitié par rapport à ce qu'il avait auparavant. Mais c'est une erreur d'interprétation de la DGOS. Nous avions pourtant attiré ce point, leur vigilance sur ce point. Donc, ils reconnaissent qu'ils se sont trompés dans la rédaction. Alors, j'espère que ça ne prendra pas 4 ans pour le corriger, comme ça a été le cas pour corriger le décret pour les directeurs des soins, mais pour les emplois fonctionnels des directeurs des soins. Donc, nous rappellerons régulièrement à la DGOS, effectivement, que cet arrêté doit être corrigé. Bon, c'est moins lourd à corriger qu'un décret en Conseil d'État, donc nous allons rester optimistes sur cette correction, effectivement, qui pénalise certains chefs d'établissement et adjoints sur une indemnité, une indemnité de direction commune. On est... Merci Isa. On est arrivé pile dans le tempo que nous avions prévu. Donc je le redis, pour les questions qui seront en suspens et notamment individuelles, n'hésitez pas à nous saisir. On est là pour ça. En ce qui concerne vous pouvez faire la publicité autour de vous du deuxième webinaire qui aura lieu donc le 4 mars. Alors lui, pour le coup, en début de soirée à 18h, donc mercredi en 8. Donc
on aura la possibilité donc de développer un certain nombre de points, essentiellement les mêmes, mais pour reprendre peut-être une série de questions qui ont été posées aujourd'hui. En vous remerciant pour votre participation et à très bientôt.